Oui, Roberto. Oui. Pour nous, c'est parfait. Bien, bien. Il nous Alors, voit, Robert. si Il, vous il ne voulez nous voit pas, bien, Roberto. en même temps que que je remercie le sénateur Ouzoulias, toute l'équipe des organisateurs et en particulier notre ami Bruno Berthier qui m'a rendu un énorme service par son rapport qui retrace aussi dans une large partie les événements qui ont concerné le territoire de ma propre région. Je tâcherai de partager avec vous quelques transparents. J'espère que ça puisse marcher. Est-ce que vous les voyez déjà? Parfait, Roberto. Parfait. Oui, alors en modalité de présentation. Parfait, parfait. Voilà, le sujet que je voudrais aborder avec vous et qui pourrait avoir un certain intérêt dans la discussion d'aujourd'hui est celui des communs fonciers en Italie en général et en Vallée d'Aoste en particulier. L'intérêt à traiter ce sujet sur deux niveaux est lié au fait que, comme vous le savez, la compétence législative est partagée dans notre pays entre le centre, entre le Parlement national et les conseils régionaux, qui sont l'expression, qui sont les organes qui expriment le pouvoir législatif des régions elles-mêmes. En ce moment, si le moyen technique me le permet, voilà, je vous parle d'ici. Je me trouve dans la commune de Rennes-Saint-Georges. Nous sommes dans le cœur du parc national du Grand Paradis, tout à côté de chez vous. Quand je dis de chez vous, j'entends de France. Le sommet de ma vallée, qui est une des vallées latérales de la vallée d'Aoste, touche dans ses confins au Val d'Isère. Et donc, nous sommes, si vous voulez, tout près aussi du côté oriental du parc national de la Vanoise. Nous sommes une région où la propriété foncière a une tradition séculaire, comme d'ailleurs dans plusieurs autres territoires italiens, et spécialement pour ce qui est de l'arc alpin. En partant de la conception générale que nous avons de la propriété collective, des beni comuni rurali, comme on dit en Italie, nous avons intérêt à souligner l'enseignement qui nous a été livré par un juriste extraordinaire qui s'appelait Paolo Grossi. Paolo Grossi nous a quittés cet été. Il a été non seulement l'un des plus éminents professeurs d'histoire du droit italien, mais également président de la Cour constitutionnelle. Et il a joué un rôle de primordiale importance dans la redécouverte de ce qu'il appelait une autre façon de posséder les terres, une façon autre par rapport à la propriété privée, au sens strict du mot, et de la propriété publique. Tout le raisonnement que nous allons faire, toute l'évolution législative dont nous allons discuter, va dans la direction de redécouvrir une relation qui voit une primauté du bien dans sa façon d'être, dans sa façon de produire, dans sa façon de s'insérer dans la vie de nos communautés et par rapport à la notion abstraite de la propriété. C'est comme si les choses, les terres, en particulier les bois, les pâturages, prenaient leur revanche sur la volonté de les encadrer strictement d'un point de vue juridique. En même temps, il y a une autre revanche qui est à souligner, et c'est celle de la communauté par rapport à l'individu. Toute la revitalisation des communs fonciers passe à travers l'acceptation du fait
que ce n'est pas le droit individuel à prendre le dessus, mais c'est l'intérêt de la gestion responsable, solidaire et étroitement liée des hommes qui vivent à l'intérieur de ces communautés alpestres. Toujours quelques difficultés. Voilà. Je me passerai de retracer l'histoire. Bruno Berthier l'a déjà fait ce matin et j'ai entendu une bonne partie de son intervention. Chez nous aussi, l'origine médiévale, la similitude avec l'ensemble des formes de propriété collective de l'arc alpin, la primauté du droit coutumier. Nous sommes une région qui a été de droit coutumier jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle, et le droit coutumier, avec les anciens statuts et règlements de ces organes, est la source juridique principale. Une chose seulement il me paraît utile de la souligner, c'est qu'il y a notamment deux façons de concevoir les propriétés collectives des terres chez nous. Il s'agit des consorteries dites uti singuli, donc, si vous voulez, dans lesquelles la quote-part de l'intérêt et la participation est attribuée en fonction de valeurs variables. C'est une sorte de copropriété qui règle le fonctionnement de la consorterie, alors que d'autres consorteries s'inspirent du principe uti universi. Donc, il s'agit de la relation entre la communauté villageoise dans son ensemble et le bien, en particulier pour ce qui est des bois. Donc, il y a des bois par rapport auxquels il y a cette forme de copropriété sur base de droits différenciés entre les personnes et transmissibles donc de cette façon, alors que les droits à l'intérieur de la consorterie uti universi sont des droits liés au fait d'habiter un certain village. Nous y reviendrons parce que la question du lien personnel avec, ces lieux, avec ces terres, avec les propriétés de ces terres sont très, très différents. Toujours quelques difficultés dans l'avancement. Je ne comprends pas trop bien à quoi cela se doit. Je le regrette beaucoup. Voilà, peut-être que comme cela, ça ira mieux. La guerre menée contre les communs dans les Alpes et plus en général dans la péninsule italienne a des racines communes avec l'histoire juridique française. C'est le légicentrisme, c'est la prise. C'est l'acceptation de l'idée que la loi prime, loi du Parlement prime sur le droit ancien. Vous connaissez fort bien cette transition, mais ça s'associe aussi à une doctrine économique, qui est la doctrine de rationalisation dans l'usage des terres et le préjugé qui tient au fait que les propriétés collectives auraient été des formes archaïques et non rationnelles d'utilisation de ces biens. Donc, qu'il aurait fallu passer à des régimes de propriété privée. Une législation fondamentalement hostile, au point que dans les années 20, donc nous sommes dans le plein du régime fasciste, mais ça n'a rien à voir, ça ne tient pas directement à la question de ce régime, c'est une vague, en quelque sorte, législative qui part de très loin, et qui prône la réorganisation des usages civiques à l'intérieur du royaume d'Italie, qui pousse vers l'émancipation des terres grevées par ces usages et qui essaye de dissoudre finalement les propriétés collectives ou de les transférer en bloc aux collectivités publiques, notamment aux communes. Qu'en est-il au moment de la Constitution italienne? La Constitution ne mentionne pas la propriété collective en tant que telle, elle ne parle que de propriété privée et de propriété publique.
Bien que quelques références soient présentes dans le texte qui sont certainement utiles et qui ont été utilisées génialement, je dirais, très intelligemment par les législateurs récents. Nous avons eu une première phase de loi sur la montagne qui ont été des lois dans lesquelles il y a eu une attention spéciale pour les conditions de la montagne, mais la véritable révolution a été faite par la loi 168 de 2017, norme en matière de propriété collective. Là, rendons hommage à deux des protagonistes de cette loi. Le professeur Pietro Nervi dirige encore de nos jours le centre d'études sur gli usi civici dans la province de Trento, et c'est un des pionniers, je pourrais dire, de la redécouverte des communs. Et le sénateur Pietro Pagliari a été le rapporteur de cette loi. Il a défendu, soutenu avec beaucoup d'intelligence et de doigté. Quels sont les principes de cette loi? Il est fondamental de les comprendre. Il donne déjà un certain nombre de réponses aux questions qui ont été posées dans le débat tout à l'heure. Les communs fonciers sont reconnus par l'Italie en tant que système juridique originaire. Donc, ils ne sont pas constitués, créés, réglés par la loi nationale, mais on reconnaît leur nature originaire. Ils sont également dotés du pouvoir de réglementer et gérer autonomement leur propre patrimoine. Le résumé que je fais se fonde largement sur les définitions formelles contenues dans cette loi. Ensuite, et là c'est le côté le plus intéressant pour ce qui concerne l'évolution récente de ces collectivités, la personnalité juridique de droit privé leur est reconnue en tant qu'entité représentative des communautés de référence. Donc ce ne sont pas des biens tout court, ce ne sont pas des terres comme les autres, ce sont des collectivités qui organisent leur relation avec ces terres. Et cette relation assume une personnalité juridique de droit privé. Ensuite, il est reconnu qu'à côté des fonctions productives, évidemment ordinaires dans le monde rural, ces collectivités, ces communs fonciers ainsi organisés ont une fonction de protection d'environnement, ont une fonction culturelle, ont une fonction de solidarité, également intergénérationnelle. C'est là la redécouverte de la dimension intergénérationnelle du droit qui est entrée maintenant dans la Constitution italienne depuis le mois de mars par la réforme de l'article 9 de la Constitution qui impose à les entités qui composent la République italienne de reconnaître l'intérêt des générations futures. Et enfin, elles sont considérées comme le moyen de sauvegarde des communautés locales. Quant au statut propre des terres communes, nous avons là un certain nombre de réponses ou de compléments d'information par rapport à ce qui a été aussi souligné tout à l'heure en matière de statut juridique de ces territoires. Elles sont inaliénables, elles sont impartageables et elles peuvent être utilisées exclusivement et de façon perpétuelle pour des finalités agricoles, sylvicoles, pastorales. Cela, comme nous le verrons tout à l'heure, pose quelques problèmes aussi pour ce qui est de l'évolution naturelle de ces entités, et nous y reviendrons parce qu'il s'agira de se demander, et nous avons donné quelques réponses dans la nouvelle loi régionale en la matière, si les consorteries valdôtaines, c'est ainsi que sont dénommées les collectivités locales de la région, peuvent en effet avoir aussi d'autres fonctions que celles qui leur sont propres depuis des siècles. Enfin, ce n'est pas un détail de moindre importance, il y a interdiction formelle de prescription acquisitive, donc il ne peut y avoir d'usucapion de ces terres. Elles sont
intouchables et jouissent d'un statut tout à fait privilégié de ce côté. La spécificité de la situation valdôtaine tient au fait que nous avons deux niveaux de législation. Nous avons un niveau régional qui est consacré par le statut spécial de la vallée d'Aoste, donc par une loi constitutionnelle qui remonte à 1948, qui reconnaît à la région une compétence législative exclusive en matière de consorterie. C'est dire que la priorité dans la législation de cette matière est reconnue au Conseil de la Vallée, aux organes donc de la région. En même temps, il faut se rappeler que l'État jouit d'une compétence législative exclusive dans la discipline du droit civil. Il y a donc à se demander jusqu'où peut intervenir le législateur régional dans l'exercice de sa compétence, qui pourtant est exclusive, s'il doit respecter les règles nationales du droit civil. Or, il y a aussi un cas semblable dans une autre région italienne de droit spécial, je parle de la province de Bolzano dans le Haut-Adige, où la tradition juridique permet que l'on reconnaisse un droit de succession, un droit un transfert à l'intérieur d'une même famille d'un bien rural, en particulier d'une maison avec un ensemble de terrains qui sont liés, ça s'appelle il maso chiuso, donc Gehofenschloss, une maison fermée en quelque sorte, et qui n'est attribuée qu'à une seule personne dans la famille et qui ne peut pas faire l'objet de partage. Là aussi, nous avons une situation de priorité de la législation régionale spéciale dans une matière de droit civil. Et comme nous le verrons, l'utilisation qui vient d'être faite du pouvoir législatif régional est allée assez loin. Elle a établi un certain nombre de règles importantes en matière de consorterie. La première phase de la législation régionale, nous nous situons dans les années 70, avait visé à l'attribution d'un régime public. Pour ces consorteries, les consorteries valdôtaines étaient qualifiées de collectivités publiques. Deux problèmes majeurs. Le problème de la reconnaissance de la part du pouvoir public, une procédure longue, compliquée et qui ne s'est achevée que pour un nombre très réduit, moins du 10% des consorteries de la région, et cela après plus de 4 décennies. En même temps, la forme publique ne s'adaptait pas à la gestion de ces territoires, surtout un certain nombre de limitations survenues au fil des années concernant le régime de publicité, le régime des contrats publics et ainsi de suite, ne permettaient pas une gestion facile, souple de ces territoires. C'est pourquoi, et je me réjouis d'en parler aujourd'hui puisque elle ne date que de l'été dernier, c'est une loi fondamentale qui vient d'être votée par le Conseil de la Vallée, qui est l'organe législatif de la région. C'est la loi numéro 19 de 2022 portant disposition en matière de consorterie et d'autres formes de propriété collective. Je vais anticiper le fait que cette situation juridique communautaire ne concerne pas uniquement les terres, mais peut concerner également des fours de villages, des anciennes écoles, des moulins, ainsi de suite. Donc il peut y avoir aussi une extension du régime de consorterie sur des biens qui n'ont pas nécessairement le même caractère que les consorteries ordinaires. Nous sommes parvenus à cette loi à travers un processus législatif participatif. C'est aussi quelque chose qui va dans le sens
de ce que vous avez dit tout à l'heure, nous avons voulu impliquer, il y a eu une table de travail commun, nous avons voulu impliquer tous les ordres professionnels qui sont concernés, les avocats, les géomètres, les notaires, les experts en matière de gestion forestière et ainsi de suite. Toutes les communes, les représentants des collectivités communales ont été également appelés à discuter de cela et 10 réunions ont eu lieu sur le territoire avec plusieurs centaines de personnes pour que chacun puisse mettre en évidence les problèmes qu'il percevait comme prioritaires dans la réglementation de ces consorteries. Les principes qui se dégagent finalement de cette loi sont des principes de démocratie, de subsidiarité, de transparence et de publicité, dont j'essaierai de donner quelques informations et quelques précisions. Tout d'abord, un essai de définition de ces consorteries. Je le tire du texte même de la loi, une loi qui a été par ailleurs, je le signale, approuvée en langue française par le Conseil de la Vallée. C'est une faculté qui est reconnue dans notre région, qui est une région bilingue, et le Conseil a eu cette sensibilité d'utiliser la langue française, d'autant plus qu'une large partie de la matière première qui est représentée par le droit de ces consorteries s'exprime en langue française. Les consorteries, ce ne sont pas les terres, mais ce sont des collectivités, delle comunità en italien. Par rapport à ces communautés, les membres sont propriétaires en commun, par main commune, comme on disait en droit germanique, des terrains ou des bâtiments. Et ils exercent tant individuellement que collectivement des droits de jouissance plus ou moins étendus sur ces territoires et bâtiments et sur les ressources hydriques y afférentes, dans le respect des principes de démocratie, transparence et publicité des décisions. Le problème de la personnalité juridique n'est pas un problème facile à régler, puisqu'il faut qu'elle soit reconnue par les autorités publiques. Et la solution que nous avons trouvée est celle d'une attestation de personnalité juridique à travers un double passage, l'immatriculation, qui est une procédure gratuite, dans un registre régional, Val-d'Autun, des consorteries, et par un arrêté du président de la région. Pourquoi faire appel à un acte formel du président du gouvernement? Il s'agit de la nécessité de remettre dans les mains du registre de la publicité légale des immeubles un document. Ça ne peut être essentiellement qu'une sentence ou un contrat par acte public ou un acte de l'administration publique. Et c'est ce troisième qui a paru le plus adapté pour prendre acte qu'une consorterie est immatriculée par un registre, je vous le signale, un registre qui très probablement ne sera pas géré par la région elle-même, mais dont la gestion, comme il est prévu par la loi, sera attribuée à l'organisation générale qui rassemble les consorteries elles-mêmes. Dans l'esprit de la subsidiarité dite horizontale, où la société privée peut tranquillement assumer des fonctions qui la concernent sans demander nécessairement l'intervention publique, la région va confier cette fonction à l'association des consorteries. Comment cette association établit-elle qu'il y a en effet l'existence d'une consorterie? C'est sur la base des documents historiques, des documents des anciens cadastres, parmi lesquels le cadastre de l'ancien cadastre sarde, qui était commun à la vallée d'Aoste et à la Savoie, et également par
l'existence de coutumes par un usage immémorial de la part de la communauté. Et ça, c'est une grande nouveauté. La coutume qui est mise dans le Code civil tout en bas par rapport aux autres sources de la loi, qui est considérée comme tout à fait résiduelle, assume ici une valeur particulièrement intense. Ensuite, on accède au service de la publicité foncière et on obtient la transcription des biens. Là, un problème est en cours de discussion, évidemment, puisqu'il s'agit de passer des anciennes documentations qui étaient très compliquées, parfois avec des actes qui n'ont jamais été mis au jour à l'intérieur des familles, à l'intérieur des communautés, où il y avait indiqué des dizaines, voire des centaines de titulaires, sans que cela ait une véritable unité. Bien, nous avons voulu régler ce problème par une intitulation, par un enregistrement unitaire de ces biens au nom des consorteries. Les droits à l'intérieur de la consorterie, comment sont-ils reconnaissables? Comment sont-ils vérifiables? Eh bien, là, la référence sont les registres que l'on appelle les cahiers des ayants droit, qu'on appellera les cahiers des ayants droit. C'est une dénomination unitaire qui a été introduite par la loi. Et évidemment, on essayera d'atteindre un certain niveau d'homogénéité dans la rédaction de ces cahiers, compte tenu qu'actuellement, nous avons des centaines de modèles différents qui doivent être en quelque sorte progressivement harmonisés. Nous avons également le problème, et je pense que ça ne nous a pas échappé, puisqu'il est commun aux autres communs fonciers, et c'est celui de l'admission des nouveaux membres. L'admission des nouveaux membres qui aurait pu être réglée par la loi, nous avons préféré remettre les critères d'admission aux statuts et règlements internes. Quels sont les problèmes fondamentaux qui se posent à ce niveau? C'est la qualité de la personne. Est-elle domiciliée dans la commune? Est-elle résidente dans la commune? Depuis combien de temps est-elle résidente dans la commune? Est-ce que la résidence dans une commune limitrophe, comme cela est souvent le cas dans nos pays, d'autant plus que pour certaines consorteries, il s'agit de hautes terres et les familles vivent au fond de la vallée, parfois dans le territoire d'une commune voisinante, eh bien, tout cela, nous avons préféré que ce soit réglé au niveau interne par la commune. Nous savons pertinemment que ça pourrait poser des problèmes si nous allons dans le sens d'une application stricte des critères de circulation des biens à l'intérieur de l'Union européenne, et ces dispositions sont bien sûr valables dans notre territoire aussi. Nous pourrions avoir des problèmes, mais nous avons la conviction que grâce à au principe de cette loi qui sont établis au niveau national et reçus par la loi régionale, le fait de remettre cette décision d'ouvrir, et combien ouvrir les portes, aux nouveaux venus, soit correctement remise aux consorteries elles-mêmes. Si un touriste vient s'établir pendant un certain nombre de mois par année dans une commune, il est propriétaire d'une maison, même d'une maison rurale à la rigueur. Est-ce qu'il a le droit d'accéder entièrement aux bénéfices et aux responsabilités liées? Nous avons à nous souvenir qu'il y a aussi un certain nombre d'obligations conséquentes qui doivent être respectées. J'espère de ne pas trop abuser de votre patience. Vous me ferez signe si je dois couper, mais je crois pouvoir aller assez rapidement. Non, Roberto, va bene, c'est bien. Les principes généraux tiennent
à la gratuité et la simplicité des relations. Le mot simplicité est délibérément inscrit dans la loi. Il y a une obligation de la part des pouvoirs publics de simplifier les relations avec les consorteries, de ne pas leur infliger, leur imposer, de les torturer par des complications bureaucratiques. Nous avons établi une gratuité générale des actes qui les concernent. Nous avons voulu également introduire un système simplifié de règlement, de régulation des différends qui peuvent surgir à l'intérieur de la consorterie. Nous savons qu'il s'agit d'une pomme assez juteuse pour les avocats. Je suis également avocat, donc je sais de quoi je parle, mais nous estimons aussi qu'il faut favoriser une forme de médiation interne des conflits, sans pour autant qu'il y ait préjudice des droits d'accès à la justice par les voies formelles. Donc, nous avons institué un jury interne à l'ensemble des consorteries auquel on peut faire appel pour avoir une décision, je pourrais dire, de médiation et de bon sens, plus que de stricte application du droit. Il y a toute une logique de coopération entre les consorteries, de possibilité de fusionner également entre elles, parce que nous en avions dans les années 50 encore près de 450, et le territoire de la région n'est pas immense, nous avons simplement 125 000 habitants. Vous comprenez que le nombre de ces consorteries risque d'être trop grand, et il y a eu un grand dépeuplement aussi de la montagne. Donc il y a beaucoup moins de personnes concernées, impliquées et actives à leur intérieur. Problème déjà anticipé tout à l'heure, mais sur lequel il faut revenir une seconde, est celui des activités complémentaires et accessoires. Est-ce que l'on peut utiliser ces terres aussi pour la production d'énergie, que ce soit énergie hydroélectrique ou éolienne ou l'énergie solaire? Est-ce que l'on peut utiliser une partie de ces territoires pour des raisons de loisirs, sportives, utiliser quelques bâtiments anciens qui seraient réaffectés à des fonctions fonctions résidentielles, voire touristiques? Voilà autant de questions auxquelles nous avons essayé de donner des réponses en posant le principe d'une autorisation préalable régionale. Dans ce sens, pour éviter qu'il y ait évidemment des dérapages, mais nous n'avons pas voulu fermer la porte. Nous estimons que le fait de jouir en commun de ces terres et donc d'être une forme de coopérative de territoire ne doit pas empêcher qu'il y ait un usage conséquent aussi d'une façon plus moderne, plus évoluée. La participation est très encouragée, très soutenue dans l'ensemble de cette démarche. Les consorteries participeront obligatoirement à tous les actes de planification, de prise de décision publique qui les concernent. Elles auront un accès direct aux fonds et aux programmes européens, nationaux et régionaux. Donc, elles pourront bénéficier d'encouragement, de soutien et travailler en coopération avec les institutions. Des mesures subsidiaires, donc de soutien, d'intervention sont prévues de la part des communes et de la région, jusqu'à la mesure extrême dans le cas où il y ait une disparition même personnelle des titulaires de la consorterie. Ça peut arriver par le dépeuplement de certains villages. Il peut y avoir donc un effet de dissolution. Comme il peut y avoir une décision de dissolution, d'attribution des biens dormants. C'est un autre problème que le dépeuplement de la montagne va entraîner. Donc, une fiscalité spéciale concernant ces consorteries est prévue à la fois par des dispositions nationales et par des normes portant application au statut. Et nous avons résolument encouragé leur forme de auto-organisation. Les amis qui ont participé
l'année passée à la journée de contact, après le colloque que nous avons tenu à Chambéry, se souviennent très bien de la présence du représentant du réseau des consorteries de la vallée d'Aoste, donc du leader du groupe qui s'est formé, qui a une forme juridique associative, qui donne son soutien technique, comptable et gestionnaire aux consorteries qui sont parfois très petites et qui sont dépourvues des moyens nécessaires. Et donc une logique progressive et d'expansion, théoriquement, nous le souhaitons, on verra bien si ce sera le cas, vers d'autres formes de propriété collective, voire vers des nouvelles consorteries. Pourquoi ne pas penser qu'à l'avenir, des terrains privés ou des terrains publics puissent retrouver cette forme de gestion communautaire. Nous sommes en plein processus d'application. Depuis quelques semaines se réunit régulièrement le groupe de coordination entre la région, les communes et les associations qui représentent les consorteries, et ce groupe se confronte évidemment à tous les problèmes techniques, juridiques, économiques qui sont sur la table pour essayer d'avoir une grande relance de ce milieu et de cette forme de propriété commune qui nous est chère et qui a, j'espère, non seulement un grand passé, un prestigieux passé, mais aussi un brillant avenir. Merci donc de votre attention. J'espère que vous avez pu m'entendre correctement. Il a été un plaisir de m'adresser à vous. Si jamais il y a quelques questions, j'aimerais bien qu'on puisse y répondre tout de suite, puisque je ne pourrais pas rester trop longtemps encore à l'écoute, et je m'excuse d'ores et déjà envers ceux qui interviendront tout à l'heure, notamment avec M. Chevrier, qui est un proche voisin et qui parlera des consortages du Valais. Je me permettrai de le contacter personnellement très prochainement, parce qu'il serait intéressant que nous ayons des échanges de voisinage, de proximité, à caractère transfrontalier. Merci beaucoup. Merci Roberto, merci.